Avant toute chose, merci du fond du cœur pour les commentaires, les likes, les partages, les retours en général qu'il y a eu suite à ma dernière vidéo. D'autant plus que ça faisait plusieurs mois en fait que je postais rien du tout sur les réseaux. Et c'est vrai que quand on revient comme ça, comme une fleur, on s'attend à ce que les gens nous calculent pas trop ou qu'ils nous aient oubliés ou un truc comme ça. Et là franchement ça me fait tellement du bien et ça me motive de ouf pour continuer, pour revenir, parce que des fois j'ai des périodes comme ça par rapport à mes vidéos où j'oublie en fait qu'est-ce qui intéresse les gens, pourquoi est-ce qu'ils me suivent à la base, pourquoi je raconte ma vie en fait. Donc j'ai des petites périodes comme ça de passage à vide, de doute, où j'ai du mal à me rappeler en fait que ça me fait du bien à moi aussi, et puis qu'on a construit un vrai truc en fait, après bientôt 7 ans de vidéos, parce que j'ai commencé en 2015. Bon bref, trêve de tergiversation. Dans ma dernière vidéo, j'expliquais qu'en 2020, j'avais été diagnostiquée comme étant atteinte du trouble de la personnalité borderline, et je disais que j'avais pas trop envie de rentrer dans les détails des symptômes, ce que ça veut dire, pourquoi on m'a diagnostiqué avec ça, concrètement comment je le vis au quotidien, etc. Parce que déjà je vais plutôt bien en ce moment, du coup j'ai pas spécialement envie de ressasser les périodes de ma vie qui sont pas joyeuses, et aussi parce que j'estime avoir déjà énormément documenté mon mal-être sur les réseaux sociaux. Tu peux trouver des dizaines et des dizaines de vidéos sur ma chaîne dans lesquelles je documente les moments où ça va pas. Et donc je me suis dit, bon de toute façon c'est bon, les gens ils connaissent, ils ont tout vu, à quoi bon revenir là-dessus. J'ai fini par changer d'avis justement suite aux différentes réactions de ma vidéo d'il y a 2 semaines, et donc vas-y je vais te raconter mon expérience, sachant que il semblerait que je ne fais pas partie des cas les plus graves, ou en tout cas les plus flagrants que l'on peut typologiser dans ce trouble, et que mon expérience risque de résonner potentiellement avec la tienne sur des points spécifiques, parce qu'en fait je reste un être humain comme les autres et nous partageons des expériences communes. Ça ne veut pas forcément dire que fatalement toi aussi tu souffres de ce trouble et qu'il faut absolument que tu ailles chercher un diagnostic ou quoi que ce soit. Libre à toi de le faire si tu en ressens le besoin. Si je le retrouve, il y avait un post super cool en fait qui parlait de pourquoi on se reconnaît dans le diagnostic des autres personnes sur internet, et c'était vraiment pertinent. Donc si je l'ai retrouvé, il va apparaître là, maintenant, et je vais poser en attendant. Voilà. 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 Bref, tu risques de te reconnaître sur certains points, ce qui est tout à fait normal, et finalement, que tu sois borderline ou pas, peut-être que les choses que je vais te dire dans cette vidéo vont te servir dans ton quotidien à toi. Allez, c'est parti, let's go. En gros, ce qui s'est passé, c'est que on m'a posé le diagnostic. À ce moment-là, j'étais déjà sous antidépresseur et sous anxiolytique parce que j'étais au bout de ma life, et il s'est passé, je dirais, presque 1 an entre le moment où j'ai été diagnostiquée et le moment où j'ai arrêté mon traitement du coup pour le syndrome anxio-dépressif. C'était environ au mois de mars 2021, j'ai commencé à me sentir vraiment mieux. C'est bon, j'arrivais un peu au bout du processus thérapeutique pour traiter ma dépression. J'étais en train de gentiment de sortir la tête de l'eau, et donc à ce moment-là, j'ai eu un moment d'euphorie en fait, où j'ai commencé à retrouver un état que je pensais ne plus jamais retrouver de toute ma vie. Ça aussi je l'ai documenté dans une vidéo que j'ai appelée « Aller bien, aller mieux » ou un truc comme ça. Pareil, dans la description. Et j'ai passé plusieurs mois sans prendre aucun traitement, et même sans trop aller... j'allais plus chez la psychiatre parce qu'en fait elle avait plus besoin de me suivre vu que j'étais plus sous traitement, et comme j'avais déjà de base une psychologue, c'était facile parce que si j'avais le besoin j'avais qu'à l'appeler, et elle répondait présente. Mais comme ça allait bien, je ressentais le besoin de rien en fait, j'étais juste en train de savourer ma nouvelle vie de joie, de bonheur, de paix, de sérénité. Ça n'a pas duré très longtemps. Donc ça c'était au mois de mars, et au mois de fin juin, début juillet comme ça, je vis une déception amoureuse de l'espace, plus un accident de la cheville. Du coup je me suis fracturé la cheville. Pareil, j'ai raconté tout ça dans mes anciennes vidéos. Décidément cette femme n'a aucune limite, elle n'a aucune pudeur, elle raconte toute sa vie sur internet. Oui, voilà, c'est comme ça, c'est mon métier. Et en plus ça paye même pas. Ces 2 événements, donc fracture et rupture, m'ont rappelé que je n'étais pas indestructible. Parce que oui, entre le mois de mars et du coup le mois de juillet, comme je me sentais plutôt bien et que ça roulait et que j'étais plus sous médication, j'ai commencé à remettre en question tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'ai raconté sur les réseaux, mais des décennies de ma vie. Et j'ai commencé à me dire, mais madame, mais pourquoi tu dis que tu vas mal? Tu vas super bien. Et puis c'est quoi ces histoires de diagnostic à la con? Mais tout le monde s'est trompé. Mais en fait, tout le monde vit dans une dimension parallèle. Moi je ne suis... Mais non, mais regardez, en fait, je vais très bien. Je suis très saine d'esprit, je suis absolument équilibrée. À aucun moment de ma vie, je ne comprends pourquoi j'ai eu besoin d'aide. Voyons, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et je vivais perchée dans mon illusion, dans ma bulle de bonheur temporaire. Alors, je sais que là, en disant ça, il y a des gens qui vont se dire...
Caro, tu serais pas bipolaire par hasard? T'inquiète, c'est aussi une question qui a été posée et tout, visiblement je ne le suis pas. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai passé 3 mois de pure joie, de pure euphorie, et que vraiment j'en étais arrivée au point de me dire mais c'est n'importe quoi, tous ces efforts là pour aller bien, en fait j'en ai pas besoin, que dalle, je sais pas pourquoi je me prends autant la tête. Et là, vra, il se passe du coup ce qui s'est passé, et ça m'a giflé mais d'une force. Mais vraiment, t'imagines pas vraiment la rafale que je me suis prise dans la gueule à ce moment-là. En fait, littéralement, du jour au lendemain, suite à ces 2 événements, je suis retombée en fait. Vraiment, c'était les montagnes russes. Du jour au lendemain, tous les symptômes que je pensais avoir bien éloignés de mon existence me sont revenus à la gueule de plus belle. Sauf que là, la différence, c'était que maintenant, j'avais une grille de lecture. Maintenant, j'étais capable de me dire « Ah, ça, c'est la peur de l'abandon. Ah, ça, c'est le sentiment chronique de vide. Ah, ça, c'est les comportements pulsionnels d'autodestruction. Ah, ça, c'est les pensées suicidaires aléatoires. » Enfin bon, j'ai pas dit exactement les termes des symptômes, d'ailleurs facile, hein, tu peux aller chercher sur Google si tu veux vraiment la liste des symptômes précisément. Moi je vais te parler de ceux que je ressens le plus. Et concrètement, ce que je ressentais, c'est que j'avais à nouveau des pensées suicidaires alors que j'étais même pas dans un état dépressif. Et ça pour moi c'est un mystère parce que je l'ai même dit dans des vidéos qui parlaient de ça. Je me rappelle avoir dit... Quand quelqu'un a des pensées suicidaires, ça arrive pas du jour au lendemain. Souvent, il y a un terrain dépressif qui s'est installé plus ou moins longtemps avant. Mais peut-être que c'est un truc propre aux personnes borderline, je ne sais pas, corrige-moi si t'as la réponse, mais j'ai l'impression que chez nous, du coup, visiblement, la vulnérabilité, elle est tellement haute, le terrain dépressif, il est tellement déjà balisé depuis longtemps que t'as pas besoin d'être activement en dépression, entre guillemets, pour avoir des pensées comme ça. Parce que moi, vraiment, je me suis surprise à avoir envie à nouveau de ce genre de choses, alors que j'étais même pas en état dépressif. Ou peut-être que l'état dépressif, il est arrivé, mais d'une façon fulgurante, hyper intense, et que je l'ai pas vu venir, et que ça s'est passé très vite. Écoute, je sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, j'avais à nouveau des pensées suicidaires. J'avais très envie de me droguer avec ce qui me passait sous la main, sachant que du coup, j'avais des médicaments pour ma fracture et mon opération, antidouleur, relaxant, ce genre de trucs, et moi j'avais envie, en fait, de me shooter avec ça. J'avais mon estime de moi qui faisait comme ça aussi, pareil, de haut en bas, ça c'est un truc assez courant aussi chez les borderline, c'est l'image de soi complètement biaisée, absolument déformée, en fait, et fluctuante d'une manière extrêmement violente. Il y avait des envies de se faire du mal, très 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 fort. J'avais extrêmement envie de porter atteinte à ma personne. Et le sentiment d'abandon, le sentiment de solitude, le sentiment chronique de vide. Pour moi, c'est 2 choses très liées. Pour moi, en fait, j'associe ça à un sentiment de solitude profond, alors que j'étais méga entourée. En fait, j'ai toujours été très entourée, c'est ça qui est absurde. Encore aujourd'hui, hein, je le suis énormément, mais c'est vraiment, ça m'habite, et c'est tous les jours comme ça. Et même quand je vais bien, je vis avec ce symptôme très fort tous les jours de mon existence. Je sens que effectivement une profonde solitude, un profond néant que j'ai décrit pareil dans cette vidéo-ci. Bah d'ailleurs en fait cette vidéo elle s'est faite justement à cette période-là. Tout ça pour dire que voilà, ça n'allait plus, mais au moins j'avais cette nouvelle grille de lecture permise par le diagnostic qui m'a aidée en fait à relativiser les choses, à prendre de la distance et ne pas me sentir complètement dépassée par les événements. Bref, j'ai attendu de me dire bon, quand tu vas recommencer à marcher, que ton pied il ira mieux et tout, peut-être que ça ira mieux, pas de panique, juste essaye de gérer comme t'as géré jusqu'à maintenant. Mais j'étais vraiment habitée par une frustration profonde de me dire encore une fois putain, moi je pensais que c'était loin de moi et là je vais à nouveau devoir faire tout ce que j'ai fait pour aller mieux avant. Moi je pensais que j'aurais plus besoin, et il y avait vraiment cette idée de oh, encore une fois quoi. Ça me faisait trop chier. J'ai tenu bon en me disant attends que le pied aille mieux, c'est sûrement cette histoire de pied qui ne va pas. Et heureusement j'avais du coup acquis un tas d'outils par le passé que j'ai pu remettre, comment dire, que j'ai pu réutiliser en fait à ce moment-là en essayant de tout faire du coup pour pas craquer. Physiquement je commence à me sentir à nouveau mieux parce que je peux recommencer à marcher, j'ai la rentrée, je retourne en cours, etc.
mais je sens que je suis vulnérable en fait. Et cette espèce de période où j'étais au top entre mars et juin, bah j'arrive pas à la revivre en fait, j'arrive pas à récupérer l'énergie que j'avais à ce moment-là, l'euphorie, la joie, tout ça. J'ai toujours un peu ce fantôme au-dessus de ma tête qui me chuchote des trucs à l'oreille. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas cette métaphore du fantôme, du démon et tout. Écoutez, si moi ça me parle, et si ça parle à d'autres gens, ça parle à d'autres gens. C'est comme ça que j'aime le décrire. T'es pas obligé de le décrire comme ça si toi tu le vis différemment, mais bref, tout ça pour dire que pour moi c'est vraiment, je le vis comme ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un petit diablotin dans ma tête là qui me dit allez fais-le, allez craque, allez fais-toi du mal et tout, putain ça sert à rien de vivre, tu vois, des trucs comme ça. Et c'est très très chiant parce que ça prend énormément d'énergie, mais vas-y, je me suis dit ça va passer, tiens bon, tu n'es pas dans l'état dans lequel t'étais en 2020, à partir de ce moment-là, tout va bien en fait. Genre t'as déjà vécu le pire, ça peut pas recommencer, tu vois. Et là, arrive le mois de novembre. Qu'est-ce qui se passe au mois de novembre? Il fait froid, l'hiver approche, l'anniversaire du deuil de mon cousin approche. Je sais pas si t'as suivi cette histoire, mais pareil aussi, c'est un truc assez traumatisant qui fait que chaque mois de décembre, j'ai la mort dans l'âme et que je me sens pas bien. En plus du fait que de manière générale, les gens en hiver, pour la plupart d'entre nous, on a des baisses de morale, ce qui est tout à fait normal et compréhensible. Bref, tout ça pour dire que, en fait, là pour le coup, ces fameux symptômes que j'ai commencé à revoir émerger depuis le mois de juillet, en fait, ils étaient coriaces. Ils voulaient pas partir. Et là, ça devenait incontrôlable. C'est vraiment au mois de novembre où c'est devenu... où là, justement, j'ai commencé à me sentir vraiment dépassée et que je me suis dit, meuf, t'as besoin d'aide. C'est bon, lâche l'affaire, arrête de faire la forte, arrête de faire la meuf, arrête de dire, allez, on attend. Non, non, c'est bon, vas-y, accepte. On t'a posé ce diagnostic, c'est pas pour rien. Si ça t'a aidé, c'est pas pour rien. Et ça m'arrachait tellement la gueule de devoir l'admettre parce qu'en fait, jusqu'à ce moment-là, moi, je voulais pas, en fait, retourner chez la psychiatre. Je voulais bien voir ma psychologue, mais même voir ma psychologue, ça me cassait la tête. J'étais là, mais putain, c'est quand que j'en aurais plus besoin? Ça fait 7 ans que j'y vais. Presque... Enfin, alors pas toutes les semaines, parce qu'il y a des périodes où je la vois une fois par mois, et d'autres périodes où je la vois une fois toutes les 2 semaines et tout. Mais quand même, je la vois de façon super récurrente. Il y a de longues périodes dans ma vie pendant lesquelles je l'ai vue toutes les semaines. Et au bout d'un moment, c'est quand que j'en aurais plus besoin? Parce que je sens que j'en ai besoin en fait. Je sens que quand j'y vais pas, tout d'un coup, oula, ça repart et que je me sens complètement dépassée et que ça va plus. Et du coup, genre, je voulais pas en fait reprendre cette routine et j'ai commencé à me dire non, mais même prendre des médicaments, ça me saoule et tout. J'étais vraiment dans un truc où j'ai intériorisé le fait que vas-y, il faut s'en sortir par soi-même et machin. Et oui, c'est extrêmement validiste, je sais, mais vraiment dans ma tête, je me suis dit non, 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 ça ne me concerne pas. Moi, je vais bien, moi, je m'en sors, je ne suis pas malade, je n'ai pas de problème, blablabla, blablabla. J'ai pas arrêté de me marteler ça. Et le problème, c'est que à la limite, si tu veux te dire ça, d'accord, mais si t'arrives à te gérer au quotidien, pourquoi pas? C'est juste qu'en fait, moi, je me disais ça et je ne me gérais pas. Et en fait, au mois de novembre, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement que j'ai atteint un point de non-retour et que en fait, j'ai attendu beaucoup trop longtemps avant d'admettre que effectivement, j'avais besoin d'aide extérieure et potentiellement à nouveau d'aide médicamenteuse. Et ça me faisait super chier. Je vivais ça comme un échec. Et je sais que c'en est pas un, mais c'est comme ça que je le ressentais. Pour moi, c'était très frustrant parce que du coup, j'étais là en mode ok, donc non en fait, toute ma vie elle a été compliquée sur ce plan-là, je pensais avoir enfin trouvé la paix et que ce soit derrière moi, et maintenant en fait je suis en train de me rendre compte que j'ai encore du taf quoi. Et c'est pas du taf pour aller pour être la meilleure version de soi-même, pour être un produit du capitalisme parfait ou je sais pas quoi, non. En fait, c'est juste que là, j'avais besoin d'aide, même pas pour atteindre ce genre de but, j'avais besoin d'aide juste pour pouvoir vivre au quotidien sans souffrance, parce que j'étais à nouveau complètement dans mes obsessions. Alors, qu'est-ce que j'appelle les obsessions? C'est qu'il y a un truc sur lequel je vais faire une fixette. Ça peut être une relation, ça peut être une substance, ça peut être un comportement, je ne sais pas. Mais en fait, un truc qui me fait du mal, ok? Et donc, je vais avoir une obsession de bâtard sur ça. Je vais y penser du matin au soir, constamment, je vais en rêver, toute ma vie va tourner autour de ce truc qui m'obsède et j'arrive pas à me l'enlever de la tête. Et en fait, moi je sens que je vrille à ce moment-là parce que ce truc me fait du mal. Imaginons, on va prendre l'exemple de la mutilation. Je vais y penser du matin jusqu'au soir, à chaque moment où je suis en train de faire une action dans ma journée, je me dis, et si je le faisais? Non, allez, il faut pas le faire. Mais pourquoi je le ferais pas? Non, il faut pas le faire. Mais en même temps, ça ferait du bien, non? Non, mais on a dit qu'on le faisait pas. Et puis en même temps, tu te rappelles que... Bon bref, tu vois ce que je veux dire. En fait, je pense que les gens qui vivent pas ça, ils se rendent pas compte, mais ça prend une énergie. Mais c'est usant de toutes
la journée se battre contre des pensées envahissantes comme ça, ruminantes, parce que c'est une perpétuelle bataille contre soi-même où tu dois constamment te raisonner et te dire « Caro, tu sais que si tu fais ça, ça va aller mal, ça va partir en couille, tu sais que ça peut être super grave, tu sais que... Oh, c'est la porte ouverte à tous les vices, à tout... Non, 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 restons concentrés. » Et vraiment, c'est ce truc de restons concentrés qui est super dur et qui est épuisant, éreintant. Donc il y a ces obsessions-là, ces espèces de tocs, je sais pas comment appeler ça, mais vraiment c'est des trucs qui sont là, qui te martèlent dans la gueule, et qui sont impossibles à enlever. Il y a de l'anxiété massive, ça bon, habituel, tu connais. Par-dessus ça, il y a les insomnies. Pareil, tu connais, j'en ai déjà parlé, mais du coup forcément, bah, j'arrivais plus à dormir parce que je pensais constamment à ces trucs. Et puis comme j'étais angoissée, bah, du coup le moment du coucher, eh ben, c'était tout l'espace que j'avais pour commencer à me dire tous les soirs que le ciel fait. Caro, t'es une grosse merde, regarde, aujourd'hui t'as fait ça, aujourd'hui t'as dit ça, et puis telle personne en fait elle te l'a pas dit mais elle te déteste, et puis en fait t'as pas tenu ta promesse de faire tel truc, et puis t'as dit à cette personne que t'allais la voir et tu l'as pas vue, et puis nanana, et nanana, et nanana, et nanana, et là vas-y, l'auto-dévalorisation, ma psychologue elle parle de mutilation mentale, elle me dit que je m'auto-flagelle en fait, ou genre, et ça d'ailleurs, c'est toujours le cas maintenant, hein, malgré le traitement et tout, mais ça j'en parlerai tout à l'heure, mais vraiment, le moment du coucher pour moi, et la solitude que ça implique, parce que du coup t'es dans ton lit, tout seul comme ça, tu regardes ton plafond et puis t'es sobre, hein parce que ça c'est l'élément le plus important, et bah ça te laisse tout l'espace de commencer à ruminer, à ruminer, à ruminer. Donc il y a les obsessions, il y a l'anxiété, il y a les insomnies, il y a l'autoflagellation tous les soirs, et puis il y a cette espèce de fluctuation émotionnelle violente comme ça, perpétuelle dans une journée où tu sais pas pourquoi, dans la même heure, t'as envie de te défenestrer, et puis juste après, t'as un god complexe total où tu te dis mais je suis indestructible. Enfin, c'est une instabilité massive en fait, et c'est épuisant. Épuisant. Et il s'est passé ce qui devait se passer. Il y a eu un jour où vraiment j'avais la mort dans l'âme, j'en pouvais plus, et c'était soit je craquais, c'est-à-dire je plongeais tête baissée dans une addiction quelconque, mais en tout cas je sentais là, c'est bon, là il fallait que j'éteigne mon cerveau, j'étais partie pour redevenir la fonce-car que j'étais avant, et je me suis même criée dessus. Je me suis criée dessus, en fait, pendant une après-midi où j'étais bloquée dans mon lit par l'angoisse. J'arrivais même pas à scroller mon téléphone tellement j'étais angoissée, tellement j'en pouvais plus. Et j'ai commencé à me hurler dessus dans ma chambre alors que j'étais seule, tellement j'en avais marre de moi. Et c'est à nouveau ce clivage, en fait, profond qui se manifestait, et c'est... Bon, bref. J'ai appelé une amie à ce moment-là, elle a vu que j'étais dans un état absolument pathétique, et elle m'a dit « Caro, va chez ta psychiatre ». Et moi, ce que je lui ai répondu, c'est que si j'allais chez ma psychiatre, c'était pour lui demander des médicaments pour me droguer. Je lui ai dit clairement, c'est ça mon intention. Si là, je l'appelle, je vais lui dire « Écoutez, donnez-moi masse d'anxiolytiques ». Et clairement, j'étais partie pour... je voulais pas un truc thérapeutique, j'étais partie pour vraiment... c'est bon, il fallait à nouveau débrancher les neurones, tu vois, genre, c'était tout ou rien. Mais je voulais pas. En fait, y retourner, c'était admettre que j'avais besoin d'aide. Et admettre que j'avais besoin d'aide, c'était admettre que j'étais malade. Et admettre que j'étais malade, c'était admettre qu'en fait, j'allais devoir lutter pendant longtemps. Et que j'avais pas encore trouvé la paix. Et je sais que je finirais par trouver la paix, entre guillemets, dans le sens où j'ai pu parler avec d'autres borderline plus âgés que moi qui m'ont dit mais vraiment, l'âge, ça joue un grand rôle, parce que plus tu vieillis, plus tu te connais, plus tu sais comment te gérer, etc. Et il y a un moment où tu finis par oublier, en fait, que à un moment dans ta vie, on a dit que t'étais ça, tu vois. Je retourne chez la psychiatre et je lui dis cash ce que je viens de te dire. Premier truc que je lui dis, c'est ouais, ça me fait super chier d'être là. Pour moi, c'est un échec. Je suis extrêmement frustrée. Et d'ailleurs, sachez que j'ai envie d'une chose, c'est de me défoncer massivement tous les jours. Donc, ne me donnez surtout pas d'anxiolytiques. Parce que, à l'époque où j'en prenais, quand j'étais dépressive, je sais que y avait des moments où j'étais capable de les prendre comme des bonbons. Et c'était pas bien parce que, pour le coup, les anxiolytiques, ils créent une dépendance physique qui est beaucoup plus dure à... alors, de ce que j'ai compris, hein, qui est beaucoup plus dure à sevrer que, par exemple, le cannabis, dans les effets physiologiques, morphologiques, anatomiques, tout ça. Et je me suis dit, putain, vu comment j'ai galéré avec la weed, c'est pas maintenant que je dois être accro aux anxios, en fait. Et donc je lui ai dit cash, ne me donnez pas d'anxio, mais donnez-moi quelque chose qui m'aide déjà rien que dormir en fait. Et c'est pourquoi elle a décidé de me prescrire de la quétiapine. Donc la quétiapine, qu'est-ce que c'est? C'est un médicament qui normalement sert à traiter les troubles psychotiques et qui normalement est administré à un dosage 10 fois plus fort que celui que je prends. Mais du coup, ce même médicament, normalement pour les troubles psychotiques, peut servir à traiter l'anxiété et à réguler le sommeil, visiblement, lorsqu'il est microdosé. Du coup, moi, je prends des toutes petites doses de quétiapine
que j'ai augmenté et diminué au gré de mes besoins. Et du coup, ce traitement était supposé traiter mon anxiété, en fait, tout simplement, et me calmer, et me permettre de diminuer, en tout cas, ces pensées obsessionnelles que j'avais, ces ruminations, ces pulsions d'autodestruction qui m'habitaient. Par rapport au sentiment chronique de vide dont je parle tant, et que je ressens plus fort le soir au moment du coucher, et ben là où ça peut servir, c'est juste que la kétiapine c'est sédatif et du coup ça fait un peu l'effet d'un somnifère, ça veut dire que je vais le prendre et 1 heure après je suis un peu fracasse, je vais m'endormir et du coup j'ai pas le temps de ressentir le vide intersidéral qui m'habite et la solitude profonde enracinée dans mon être parce que je suis un petit peu défoncée. Qu'en plus de ça, du coup moi je combine ça avec du CBD. Parce qu'en fait, la kétiapine tout seul, ça me suffit pas, entre guillemets. Et du coup, je me suis dit, soit j'augmente les doses de kétiapine pour que ça me fracasse un peu plus, soit je prends de la kétiapine et je fume du CBD tous les soirs pour que l'action des deux, vraiment, ça me couche, tu vois. Et donc, effectivement, c'est pas une solution, parce que ça va juste détourner le problème. Idéalement, ce qu'il faudrait, c'est que je puisse aller me coucher le soir en toute sérénité et vivre avec ce truc chiant de sentiment chronique de vide, mais écoute, pour l'instant, non, j'y arrive pas, et tant pis, en fait. Si j'ai besoin d'aide médicamenteuse, et voilà, je vais avoir besoin d'aide médicamenteuse. Et j'étais sûre que ça durait, vas-y, 1 mois, 2 mois à tout péter, parce que, comme je t'ai dit, j'ai pas très envie, en fait, de recommencer tout un process, machin. Et là, on est 1 an plus tard. Là, au moment où je tourne, on est mi-octobre 2022. Dans 1 mois, ça fera 1 an que je prends ce traitement, alors que j'étais partie vraiment pour le prendre que quelques semaines, et ça me fait royalement chier. Mais maintenant, ça me fait plus chier pour les mêmes raisons qu'avant, parce que avant, ce qui me saoulait, c'était l'étiquette, le fait de me considérer comme ayant un trouble mental. J'avais intériorisé évidemment beaucoup de validisme et de psychophobie qui, je pense, est encore un peu tenace en moi. Et c'était vraiment ne pas admettre que je m'en sortais pas toute seule. Alors que maintenant, ce qui me fait chier, c'est pas ça. Ce qui me fait chier, c'est que, certes, la kétiapine, ça m'aide, mais ça n'a pas réglé mon problème. Et en fait, j'ai l'impression que mon problème ne va jamais se régler. Alors que si, il va se régler. En tout cas, il se règle petit à petit, d'année en année, ça va toujours mieux. On recolle les morceaux, ça se solidifie. Donc, bien sûr que je progresse, bien sûr que je vais de mieux en mieux, etc. Mais j'ai comme... En fait, j'ai envie de voir le bout, et je dois admettre qu'il n'y a pas de bout. C'est un peu ça le truc. Ce médicament, effectivement, me permet d'avoir des nuits plutôt correctes. Je pense que si je l'avais pas pris, effectivement, vu l'année que j'ai passée d'ailleurs aussi, j'aurais été tellement angoissée que j'aurais fini par faire un arrêt cardiaque à un moment donné. Bref, là par exemple, j'essaye d'arrêter le traitement et j'y arrive pas. Sachant que, j'ai oublié de dire un truc super important, la kétiapine en fait, c'est pas supposé avoir d'action addictive sur le corps comme les anxiolytiques, les benzodiazépines. Et c'est pour ça qu'elle m'a donné de la kétiapine. Et d'ailleurs, effectivement, là, ça fait du coup presque 1 an que je le prends, ce traitement, et effectivement, j'ai pas eu envie d'en prendre outre mesure. En fait, en tout cas, c'est pas un truc qui m'a donné envie de compulser, tu vois. Mais du coup, là, en ce moment, j'essaie de l'arrêter, et j'y arrive pas. Parce que les peu de fois où j'ai pas pris le médicament, je me suis tapé une insomnie de l'espace, j'étais angoissée à la mort, et puis non, en fait, ça le fait pas. Un truc que j'ai oublié de dire, super important, c'est que la kétiapine, elle a agi super vite sur un des symptômes qui me faisait le plus chier, c'était vraiment ces ruminations là, ces pulsions que j'avais, et ces pensées obsessionnelles. Assez vite, en fait, après le début du traitement, j'ai senti que mon cerveau, il était plus apaisé, et qu'il avait plus besoin de produire, en fait, cette connerie. Donc ça, pour le coup, ça m'a aidé. Ça m'aide pour le sommeil, ça m'aide, je pense, même au quotidien pour stabiliser mon humeur et tout, ou en tout cas mes émotions. Mais voilà, ça va plutôt bien, du coup, en ce moment, parce que là, je me gère, en fait. Disons juste que j'aimerais bien maintenant me passer de ce médicament, parce que je trouve que parfois c'est contraignant. Et aussi, un des effets de ce médoc, c'est que le matin, pour se lever, frère... Sachant qu'à nouveau, moi je prends ça en micro-dosé. Hein. Ça veut dire que les gens qui prennent le dosage normal, entre guillemets, qui ont des symptômes psychotiques et tout, franchement, je sais pas comment vous faites, parce que moi, ça me fracasse. Vraiment, genre, le matin, je prends 1h30, 2 heures à vraiment émerger. J'ai trop du mal, et ça, c'était pas le cas avant, tu vois. Donc bon, ça va, c'est assez minime comme effet secondaire chiant et tout, mais c'est vrai que...
ouais, j'aimerais réussir là à m'en passer, et si j'arrive pas à m'en passer, bah c'est pas grave. Je crois que là depuis le temps j'ai fini par effectivement accepter que bon voilà, y a des gens dans la vie qui vont avoir tel problème, telle condition, ils vont vivre tel accident et tout, bah voilà, bah toi c'est ça ton truc, et puis juste accepte-le, arrête de lutter contre ça, arrête de faire genre que non 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 machin, non c'est pas grave, allez on vit avec, on fait ce qu'il faut, et puis on cherche des solutions où il y en a, donc on est en ce moment dans ce processus. Je dirais donc que aujourd'hui les seuls symptômes vraiment coriaces malgré le traitement à la kétiapine qui me font toujours chier, bah, c'est le sentiment chronique de vide, l'estime de soi qui part dans tous les sens, ça c'est toujours le cas maintenant, toujours des difficultés avec le sommeil, ça c'est sûr. Par contre, gestion des émotions, de la frustration, les pulsions, ce genre de trucs, ça va plutôt bien. Pas de pensée suicidaire depuis un bon moment, et bon, j'ai sûrement oublié des symptômes, on s'en fout. Mais moi vraiment, là où ça fait chier encore, disons, c'est vraiment cette espèce de perception de soi qui est biaisée. Et qui est fluctuante extrêmement fort, et ouais, la peur de l'abandon, ça n'a pas changé. Bon voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. J'aimerais savoir du coup, pour les borderline qui me regardent, quels sont les symptômes les plus difficiles à gérer chez vous, les plus coriaces, les plus tenaces, si vous prenez un traitement, lequel, si vous en prenez pas, comment vous faites pour gérer tout ça, machin. Et rien à voir, mais je sais que des fois il y a des gens qui paniquent quand ils voient que j'ai des marques comme ça. Voilà, ça va, mais oui, j'ai des plaques qui apparaissent et tout, des fois j'ai des traces, j'ai une peau qui marque excessivement vite et fort, ça s'appelle du dermographisme je crois, et je fais de l'urticaire chronique spontanée. En gros juste voilà, des fois je me gratte et puis j'ai des plaques qui apparaissent comme ça, c'est pas de l'eczéma mais ça y ressemble, et ça m'arrive souvent dans mes vidéos et les gens ils sont là ah mais qu'est-ce qui t'arrive, oh, est-ce que on doit s'inquiéter et tout, bah non, c'est juste que voilà, c'est là quoi. Bon, rien à voir. J'aimerais conclure cette vidéo en disant que je suis bien contente de ne pas avoir rechuté comme en 2020. J'estime que ce qui s'est passé l'année dernière c'est une forme de rechute, mais qu'elle a été gérée d'une manière beaucoup plus efficace qu'avant, parce que effectivement j'ai attendu un peu longtemps avant de retourner chez la psychiatre, mais ça aurait pu aller encore plus loin. Disons qu'au moins tout ça, là, toutes ces années à essayer d'aller mieux et tout, ça m'a permis vraiment de pas attendre que de toucher vraiment trop le fond, et d'être plus indulgente avec moi-même en fait, parce que juste finalement ben j'ai pas choisi d'avoir ce fonctionnement, et je suis la première en fait à qui ça fait chier, et ça sert à rien que je me culpabilise avec ça, tu vois, genre juste c'est une condition. En tout cas, si t'as envie de réagir, de commenter, de poser des questions, de faire un partage d'expérience, écoute, tu peux le faire évidemment dans la bienveillance et le respect comme d'habitude. J'ai oublié de le dire dans ma dernière vidéo, mais mon Utip est toujours ouvert, cette chaîne est toujours indépendante financièrement et me demande énormément de travail pour très peu de rémunération, et comme je suis étudiante, je suis actuellement en relative galère. Du coup, si t'as envie de soutenir la chaîne et de m'aider à continuer à faire mes vidéos comme je les fais maintenant, écoute, tu peux lâcher 1 €, même 50 centimes, n'importe quoi. Pour moi, ça fait la différence au quotidien et ça m'aide beaucoup. Et d'ailleurs, merci aux personnes qui le font déjà. Voilà, je pense avoir tout dit. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.